Jó napot kívánok! Ez a Pont.eu, a Pannon Televízió hetente jelentkező magazinműsora az Európai Uniós hétköznapokról. Itt a hűvös idő és kezdődik a fűtési idény, azonban az Európai Unióban sincs pénze mindenkinek tűzrevalóra. Lengyelországban például sokan a szemetet égetik el. Pedig a szemét másra is használható, ezt mai műsorunkban be is bizonyítjuk. Nagy-Britanniába megyünk, ahol egy olyan üzem működik, ahol régi farmernadrágokból készítenek szigetelőanyagot. De más témáink is vannak, tartsanak velünk! Kezdjük azonban mezőgazdasággal. Az Európai Unióban régóta folyik a vita a génmódosított élelmiszerekkel kapcsolatban. A jelenlegi helyzet az, hogy csak 5 tagországban használnak génmódosított vetőmagokat, egész pontosan egy olyan kukoricafajtát, ami ellenálló a rovarokkal szemben. A most következő összeállításból megtudhatják, hogy pontosan hogyan is viszonyul az Európai Unió a GMO-khoz. Feeding the world's 7 billion people is no easy task. Some people are advocating for genetically modified organisms, or GMOs, as one of the solutions for the demand for food. Just like this piece of maize. But GMOs are hugely controversial. There aren't just different rules for different types of GMOs, different rules are also in place for the food that humans eat and for animal feed. A GMO is an organism which scientists have altered by introducing alien genes or by modifying a plant's genetic structure. The process generates proteins that give the modified organism new properties. Proponents of GMOs argue the main benefit is higher productivity, then resistance to pests, rodents and disease, which they say in turn reduces the need for pesticides. GMOs, they say, could also increase the capacity of plants to deal with harsh weather. Opponents argue GMOs present unknown perils to humans, animals and biodiversity. They say vital agricultural pollinators such as bees or butterflies are threatened. Genetically modified crops become resistant to weed killer, forcing farmers to use more and more, which in turn kills other vegetation and wildlife. They also say GMOs can contaminate and mutate wild plants, and they're concerned that farmers get locked into buying seed from GMO companies. Europe allows GMOs, but currently less than 1% of its arable land is being used for their cultivation, and that too only in 5 countries: Spain, Portugal, Slovakia, Romania and the Czech Republic. At the moment, there is only one GMO under cultivation in Europe, MON 810, an insect-resistant maize or corn. However, 40 GMO-based products are being imported, like soya used for animal feed. Every GMO product must be clearly labelled, except when its GMO content falls beneath 0.9%. The last decade has seen a lot of argument and division between member states over the rules covering the cultivation of GMOs. But the EU has now agreed on a new way forward. Member states can now restrict or ban the cultivation of GMOs if they're believed to have a socio-economic impact, such as affecting countryside planning or agricultural practices. The scientific assessment, conducted purely on a public health and scientific basis, remains within the remit of the European Food Safety Authority. If EU members elect for GMOs, they can then decide whether to grow GM and non-GM crops side by side and determine the distances between them. Currently, they vary from 500 to 600 metres. Separately, discussions are underway on whether member states can restrict or ban entirely the sale and use of GMO food and feeds on their territory. Amongst the issues at stake, the free movement of goods across internal borders. Lengyelországba utazunk most, ahol a fűtési idény megkezdése a levegőszennyezéssel párosul. A gáz ugyanis annyira drága, hogy a legtöbben nem engedhetik meg maguknak, ezért szénnel, fával és sok esetben szeméttel fűtenek. En fin de journée, une odeur âcre envahit la ville de Rabka, 70 km de Cracovie, dans le sud de la Pologne.
Les cheminées des habitations expulsent des colonnes de fumée grises, noires, jaunes. L'odeur est incommodante. Les habitants sont rentrés du travail et ont allumé leur chauffage domestique, de vieux poêles alimentés, au mieux, avec du charbon. I don't have any other system, so I don't have a gas, so it is only chance to make a heat. To make heat in the house. Is it expensive or is it cheap to use it? It is cheaper than gas. That's why many people in Rabka don't use gas, even if they have gas installation, and they use change gas stoves to old coal stoves because it's cheaper. Les fumées dégagées par la combustion ne laissent pas tout le monde indifférent. Muni d'une caméra, Andrzej filme. I guess at this moment they may be burning maybe lignite with trash. You know, you never know, but it smells quite bad when it is like orange, something like that. Frequently it is trash with coal, with wood. Andrzej milite depuis 2 ans dans un collectif de citoyens pour l'amélioration de la qualité de l'air. La Pologne est classée parmi les pays européens dont l'air est le plus pollué. In particulate matter, over 50% of emission in country, in Poland, comes from low stacks. It means it comes from heating of Polish buildings. With benzoapyrene, the situation is even worse. Almost 90% of country benzoapyrene emissions come from low stacks. Dans ce centre médical, on traite les gens souffrant de la pollution. On estime qu'elle engendre la mort prématurée de 43 000 personnes par an dans le pays. U osób zupełnie zdrowych już nawet godzinna ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza może powodować łzawienie, kaszel, przewlekły kaszel, który imituje często infekcję pomimo braku objawów infekcji, łzawienie oczu, uczucie przewlekłego zmęczenia, bóle głowy, a nawet dość silne bóle w klatce piersiowej. En Europe, 17 États ont déclaré des niveaux de particules fines dépassant les normes. Des procédures d'infraction ont déjà été engagées contre le Royaume-Uni, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Bulgarie et d'autres pays pourraient suivre. Depuis Bruxelles, siège des institutions européennes, les eurodéputés ont depuis longtemps pris conscience de l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Récemment, le Parlement a voté en faveur de la diminution des seuils des 6 principaux polluants atmosphériques pour la période 2020-2030. The report from the Commission reduces the ceiling, so that reduces the amount that each member state is allowed to emit. It varies by member state and by each pollutant, but in effect, almost all of them, the number comes down. The report from the Commission does that. The Parliament's ambition is also to do that. And then we have to deal with the member states, some of whom don't share exactly the same ambitions. Sensibiliser les eurodéputés, car ce sont eux qui, entre autres, fixent les normes de pollution atmosphérique. Devant le Parlement européen, Louise relève des mesures de pollution aux particules fines. Elle travaille pour une association environnementale et invite des eurodéputés à la suivre. Il y a des freins, il y a des blocages qui sont liés à des pressions du lobby de l'industrie, de l'agriculteur, qui sont très présents sur ce dossier et qui ont un écho particulier chez certains membres du Parlement européen. Plusieurs rapports, celui sur la COP21, mais celui aussi sur la mobilité urbaine qui est toujours pas voté en commission de transport parce qu'il y a un blocage d'un certain nombre de rapporteurs qui viennent de pays de l'Est de l'Europe qui sont contre parce qu'ils ont l'impression que ça va mettre en péril leur économie. Retour en Pologne, cette fois-ci dans la ville de Jordanowice. Nous sommes accueillis par Madame la maire. C'est une des rares à avoir décidé de lutter efficacement contre la pollution dans sa ville. Grâce à des aides publiques, elle incite ses citoyens à moderniser leur installation de chauffage. W ciągu 3 miesięcy wymieniliśmy 70 pieców u mieszkańców.
Wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadziliśmy program ograniczenia niskiej emisji. W ramach tego programu mieszkańcy mogli uzyskać dotacje w wysokości 50% poniesionych kosztów na wymianę pieca. En Pologne, on estime qu'il y a entre 3 et 4 millions d'installations de chauffage vétustes à devoir remplacer. Farmerból szigetelés? Lehetséges. Most Nagy-Britanniába megyünk, ahol egy olyan üzem működik, ahol összegyűjtik a régi farmernadrágokat, újrahasznosítják ezeket, és ezáltal környezetkímélő szigetelőanyag jön létre. Isoler son habitation avec des blue jeans. Une idée folle? En réalité, pas complètement. Nous sommes à Rochdale, à quelques kilomètres de Manchester. Pour Michael Walsh, chaque jour, c'est le même rituel. There are a number of companies in our area who specialise in sorting and reclaiming clothing. We asked one of these companies to segregate all of their denim waste so that we can manufacture them into other products, kind of giving them a second life. Pour recevoir cette seconde vie, les jeans doivent suivre tout un processus. Les pantalons, déposés sur un tapis roulant, sont déchiquetés petit à petit. Les parties métalliques, boutons et fermetures éclairs retirés mécaniquement. At this point of the process here, it's already had an initial pull. And as you can see, there are still several large unpulled pieces of denim which need to be reduced in size further before we can actually manufacture with it. Une fois les fibres bien séparées, elles sont comprimées pour former une sorte de matelas. Des matelas qui subiront encore un traitement anti-feu, puis serviront d'isolant efficace pour les habitations. It doesn't itch. You can do it by yourself. It's very straightforward. As you can see, putting in a piece there which isn't quite to length. So then we get a smaller piece, easy to tear across the width, and then that fills in there. Très facile à placer, ces matériaux à base de jeans ont un meilleur bilan écologique que la majorité des autres produits isolants. Mais il est vrai qu'actuellement, ils sont toujours d'un coût plus élevé. Quoi qu'il en soit, il existe un grand potentiel économique local dans le recyclage textile et pas uniquement pour les jeans. This is wool rich. We use this in other areas like horticulture and in flooring. We take collected waste streams and then we remanufacture it into other products using a very small amount of energy relative to making virgin products from virgin materials. I think as time goes by that we switch on to using more and more recycled products. Particuliers, entreprises, administrations, nous produisons tous constamment des déchets. Chaque année, plus de 3 milliards de tonnes de déchets sont produits dans l'Union européenne. Une moyenne de 5 tonnes par personne, dont 500 kilos de déchets ménagers. Nous devons, pour des raisons environnementales et économiques, réduire notre production de déchets. Il est aussi nécessaire de mieux les trier, les traiter et les recycler. There is no doubt that recycling is a huge opportunity for jobs creation and also for our economic growth. I think it's important that we understand that waste is actually not a burden, but it's a new resource which we have to use. For example, the mobile phones which we have in our pockets. If we recycle 40 mobile phones, we would get 1 gram of gold. Améliorer l'efficacité des ressources, c'est une priorité européenne. Utiliser les déchets comme ressources est une préoccupation de plus en plus essentielle, vu la pénurie des matières premières au niveau mondial. La revalorisation des déchets est certainement pas un choix, mais devient pratiquement une nécessité. Il est clair que quand on voit l'évolution de la diminution des ressources et toute la dépendance qui s'ensuit, il faut absolument recycler et récupérer le maximum de ce qu'on peut d'un déchet. L'objectif obligatoire fixé pour 2020 est de 50% de recyclage ménager par État. Nous n'en sommes encore qu'à la moitié, 24%. Des grandes différences existent entre les pays. La Bulgarie envoie 100% de ses déchets ménagers à la décharge avec la pollution que cela engendre. L'Allemagne et le Danemark brûlent, recyclent ou réutilisent tous les déchets ménagers.
réduire la masse des déchets et prendre conscience, plus que dans le passé, de la richesse qu'ils contiennent pour en améliorer leur exploitation. La réflexion semble logique, mais le chemin risque encore d'être long dans l'Union. Az előző adásunkban már szó volt a luxemburgi adóbotrányról. Tudják, arról van szó, hogy segítettek több száz multinacionális cégnek abban, hogy leírják az adójukat, ezáltal kevesebbet kelljen fizetniük. Hol tart most az ügy, és milyen lehetséges megoldások vannak? Egy EP képviselő válaszol a kérdésekre. Après le scandale du LuxLeaks, le Parlement européen crée une commission spéciale sur les rescrits fiscaux. Elle entame ses travaux en mars 2015. Son but, faire toute la lumière sur des pratiques fiscales abusives et émettre des recommandations pour y mettre fin. Mais quel sera l'impact de ces recommandations? Ce travail va-t-il réellement porter ses fruits? Il est temps pour Alain Lamassoure, président de cette commission spéciale taxe, de tirer les conclusions. Alain Lamassoure, bonsoir. Est-ce que 8 mois plus tard, vous avez ces recommandations pour mettre fin aux injustices que sont les rescrits fiscaux? Nous les avons mis au point et adoptés à l'issue d'un travail qui a duré plus de 6 mois. Le point de départ, c'est le scandale LuxLeaks, c'est-à-dire que la presse s'est procuré les dossiers fiscaux d'une centaine de très grandes multinationales basées fiscalement à Luxembourg et qui ont montré que, au Grand-Duché du Luxembourg, ces entreprises avaient obtenu des privilèges fiscaux qui leur permettaient d'échapper à la quasi-totalité de l'impôt. Et on a vérifié que dans d'autres États membres, les privilèges de ce genre existaient aussi. Ça, c'est un constat. Mais Absolument. Vos recommandations par rapport à ça, vous avez rencontré des ONG, vous avez rencontré des ministres, Absolument. des journalistes, vous l'avez dit. Alors nous faisons des recommandations à 2 niveaux. Niveau européen, nous considérons que nous sommes une seule famille. Nous avons l'obligation d'avoir aussi le même type d'imposition des bénéfices dans les 28 pays. Et puis il y a le niveau mondial, parce qu'il faut bien prendre en compte le fait que les multinationales, par définition, leur marché est mondial, et que les privilèges fiscaux qu'elles ont pu trouver à l'intérieur de l'Union européenne, si elles ne les y trouvent plus, elles peuvent les trouver ailleurs. J'en reviens à l'interview que nous avons faite au mois de mars 2015. Vous m'aviez dit, pour arriver à ces fins et pouvoir réellement concrétiser ces recommandations, nous allons devoir violer, c'était le verbe que vous avez utilisé, les ministres des Finances des 28. Nous nous étions fixés comme premier objectif avec la Commission européenne que sur les rulings eux-mêmes, donc cette pratique de rescrits fiscaux, on adopte un texte qu'on appelle une directive qui fait obligation aux 28 ministères des Finances de s'informer mutuellement, automatiquement, de tous les rulings qu'ils accordent à toutes les entreprises. Et si la mission du Parlement n'était pas allée dans la demi-douzaine de pays les plus critiquables à cet égard, les ministres des Finances auraient trouvé tous les prétextes pour retarder de 3 mois, de 6 mois, et puis à la limite ne jamais. Est-ce que vous avez l'impression que les pays membres ont joué le jeu? Je n'avais pas l'impression toujours qu'on vous ouvrait toutes les portes et que vous étiez le bienvenu. Le bienvenu, pas véritablement. Toutes les portes, peut-être pas, mais je dirais toutes les portes utiles. Si ce que nous disions il y a 6 mois reste vrai, tout ce qui ne donnera pas lieu de la part des ministères des Finances des gouvernements à une décision de principe d'ici la fin de l'année risquerait de nous faire perdre 10 ans. Pour que tout cela ait lieu, il a fallu un monsieur qui s'appelle Antoine Deltour, qui a ouvert le dossier LuxLeaks en apportant des informations à certains journalistes. Aujourd'hui, Antoine Deltour attend un procès dans lequel il pourrait être condamné à 5 voire 10 ans de prison. Comment les fameux whistleblowers peuvent être protégés par rapport aux informations qu'ils vous apportent? Juridiquement, il est tout à fait normal qu'ils soient l'objet de poursuites. Disons que l'autorité judiciaire indépendante du Grand-Duché n'a pas fait preuve de beaucoup de finesse en lançant les poursuites qui ont été lancées contre M. Deltour. Mais de notre côté, en permettant ces révélations et en permettant à travers les médias à tous les citoyens d'être au courant de cette situation qui est légale, mais qui est scandaleuse, qui est prodigieusement immorale, Antoine Deltour a fait œuvre de ce que j'ai appelé publiquement un nouveau type de citoyen européen. Alors il a reçu d'ailleurs un prix du citoyen européen. Le prix du bon citoyen. On aimerait dire c'est bien gentil, citoyen mais d'honneur. après...
Ça n'est pas que bien gentil. C'est comme quand on délivre le prix Sakharov ou le prix Nobel de la paix à quelqu'un. C'est quand même un bel encouragement. En tout cas, nous posons le problème et nous demandons à la Commission européenne de mettre sur la table des propositions concrètes pour protéger les lanceurs d'alerte, je dirais, loyaux, sincères et honnêtes. Enfin, dernière question, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les États membres vont jouer le jeu ? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a maintenant un changement d'état d'esprit parmi les gouvernements et parmi les multinationales. La mode est à la vertu. Et du coup, les multinationales elles-mêmes se rendent compte qu'à partir du moment où elles sont prises la main dans le sac, leur réputation est en jeu. Alors, il en va de toutes les modes. Ça peut être fugace. Notre rôle est de profiter de cette période, de cette fenêtre d'opportunité, pour graver l'obligation de vertu dans le marbre européen. Alain Lamassoure, merci beaucoup. Nous verrons si cette vertu aura lieu partout dans le monde. Je vous le souhaite en tous les cas. Merci. Merci. Ez volt mára a Pont.eu, tartsanak velünk egy hét múlva is, szombaton fél hétkor. Viszontlátásra!